à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Neubourg, à la linière du Resseau, qui est actuellement un des plus importants teillages de Normandie. Et nous allons visiter donc un teillage de lin où il y a le traitement de la paille. On verra ensuite le peignage qui est l'opération suivante où on va paralléliser davantage et affiner les fibres qui ont été taillées. Et ensuite, on aura toute la préparation. On verra la préparation donc, jusqu'à la filature. Donc on verra la sortie du fil. Le lin est la fibre qui demande le plus long itinéraire de transformation de toutes les fibres textiles. Et donc, après avoir vu donc, le teillage, la filature, cet après-midi, nous verrons le tissage. Alors, la filature est spécifique pour le lin. Le tissage, c'est une opération qui s'opère avec le même matériel, quelle que soit la fibre. Et là, on ne sera plus ici à Neubourg, mais on va se trouver dans la région de Bernay, un peu au sud de la Nationale 13. Voilà donc le programme de cette journée. J'espère que vous l'apprécierez et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des points qui vous paraissent devoir être éclaircis. J'ai commencé comme technicien, moi, ici. J'étais technicien, j'ai développé beaucoup de secteurs. C'est là que je t'ai connu. Exactement, voilà. Alors, j'étais très impressionné par M. Sultana à l'époque. On est toujours impressionné. Mais vous l'êtes toujours. Mais moi aussi. Hein. Et donc, voilà. Alors, l'entreprise ici, donc, nous produisons 4000 hectares de lin. Donc, une grande partie de lin qui sont des agriculteurs. Donc, nous travaillons à façon pour eux. Et environ 600-700 hectares qui nous appartiennent. Donc, nous faisons des contrats de mise à disposition. J'allais dire location, mais la sous-location est interdite, donc nous n'en faisons pas. Et on passe un contrat avec l'agriculteur, il met à disposition sa parcelle, il déclare sur la PAC son lin, mais c'est nous qui récupérons la matière et qui faisons les travaux. Ici, sur ce site aussi, maintenant, vous avez dû voir aussi Albert Brill. Il y a 24 ans, il y a eu des difficultés économiques. Le marché du lin était compliqué. À l'époque, en Europe de l'Ouest et notamment en France, il se faisait entre 30 et 40 000 hectares de lin. Aujourd'hui, ils s'en produisent 180 000. Et avec les 180 000 hectares, nous n'avons pas assez de production pour alimenter le marché. Mais je vais vous en parler un petit peu après. Dans les 4000 hectares, c'est en croissance. Hein, Oui, bien sûr. Moi, en 2019, lorsque je suis arrivé, nous étions à peu près 2500, 2700 hectares. Et donc, on a une forte demande du marché de Laval. Mais donc, de ce fait, les agriculteurs aujourd'hui souhaitent de plus en plus aussi s'intéresser au lin. Est-ce que cette année, je trouve qu'il y a eu un enlèvement Ah oui, on n'a jamais eu autant d'hectares que... Plus 20%. Oui, avec l'arrivée du lin d'hiver aussi. Ouais, donc voilà, le lin d'hiver que l'on va semer fin septembre. Donc vous voyez, nous terminons la récolte. Et dans 15 jours, 3 semaines, on va commencer à ressemer du lin. Ce lin, le lin d'hiver nous permet de faire production dans des secteurs où théoriquement nous ne pouvons pas faire de lin de printemps parce que c'est plus compliqué le lin de printemps. Et en même temps, c'est une façon aussi de s'adapter au réchauffement climatique. Je vous rappelle que pour réussir un lin de printemps, il ne faut pas théoriquement que l'on ait au mois de juin, au moment de la floraison et de la fin de croissance, plus de 24-25 degrés. Et aujourd'hui, on a des pics à 30 degrés, 35 degrés. Ce qui fait que la récolte 2023 a été catastrophique. Parce que des lins, normalement, qui font entre 6 tonnes et 7 tonnes de paille à l'hectare, nous étions plutôt à 3 tonnes, 4 tonnes pour les meilleurs. Et je trouvais qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent, dégager beaucoup plus de résultats en ayant notre propre teillage. Donc, dans le conseil d'administration, constitué bien sûr des actionnaires et puis d'administrateurs, j'ai expliqué, on a fait une étude quand même économique, et j'ai expliqué que ce que nous vivions était très intéressant. Ça faisait 24 ans qu'on vivait comme ça, c'était bien, mais que
soit on restait comme ça, mais on ne se développerait plus jamais, et qu'à la limite, on serait une proie facile et que d'ici quelques temps, l'entreprise serait rachetée par d'autres, soit on passait sur un autre modèle, et à partir de là, donc, il nous fallait une nouvelle usine. Donc c'est ce que nous avons décidé de faire. C'est pour ça que vous avez une usine toute neuve qui est derrière, en Noulouk, de nouveaux bureaux. Donc je sors du capital donc, de Teillage Brie-Lameran à compter du 1er mars, et je ne taillerai plus de lin du tout dans les deux entités, là, dans les deux TH qui sont là, et au 1er mars, je taillerai chez nous directement. Donc voilà, donc c'est la fin d'une histoire qui se termine bien, on s'entend bien, on n'est pas fâchés, c'est pas un divorce, même si parfois on me dit qu'il y a des divorces qui se passent bien, moi j'en connais pas, mais bon. Et donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu, et mon objectif lorsque je suis arrivé, parce que il faut savoir, et Claude le sait très bien, c'est que dans toutes ces belles aventures familiales, lorsqu'il y a une industrie, eh bien, de temps en temps, ça ne se passe pas bien. Et là, le problème qu'il y a eu 24 ans, c'était parce qu'il y avait une fracture familiale qui existe toujours aujourd'hui. Et lorsqu'on m'a demandé, moi, de revenir dans cette entreprise, c'est que moi, j'ai l'avantage, c'est que je connais les deux parties. Et je peux parler avec tout le monde et réussir à rassembler tout le monde. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est à peu près ça. Au début, c'était ça. On m'a dit, il n'y arrivera jamais. Je ne vous inquiétez pas. J'aime les challenges. Donc aujourd'hui, tout le monde est très fier. Du coup, les actionnaires, la famille, tout le monde est très fier de ce que nous sommes en train de faire. Et mon objectif premier, c'était, voilà, mon objectif, c'est redonner ces lettres de noblesse à la lignère de Bressot. Donc, fort de cela, dès que nous avons lancé le programme de cette nouvelle usine, eh bien, cela a redonné de la confiance aux agriculteurs qui se sont dit, mais l'Ameran, c'est pas mort, l'Ameran n'est pas à vendre, l'Ameran n'est pas racheté. Donc, on a eu un nouvel engouement. Ça nous a permis aussi d'attirer de nouveaux producteurs vers nous, ce qui fait que nous sommes arrivés aujourd'hui à 4000 hectares. Donc, tout est structuré aussi. J'ai embauché un ingénieur, je viens d'embaucher un deuxième qui va arriver là au début novembre. Pourquoi? Parce que je suis encore très jeune et je dois quand même penser qu'à un moment donné, il va falloir changer un peu le braquet du dirigeant. Donc mon travail aussi aujourd'hui, maintenant que tout est lancé, c'est de programmer la suite, l'organisation de demain et d'après-demain. Donc des forces vives qui arrivent. Donc voilà. Mais ça bouleverse complètement le fonctionnement familial d'autrefois. Alors pourquoi ça bouscule? C'est aussi parce que les tailleurs de lin, autrefois, oui, étaient des agriculteurs. Des agriculteurs qui ont commencé à transformer leur matière. Beaucoup de Belges à l'origine, hein, enfin majoritairement des Belges. Ensuite, ces agriculteurs sont devenus des pseudo-industriels, mais qui sont restés pendant des années des artisans industriels. Et aujourd'hui, on ne peut plus rester dans ce schéma. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers industriel, avec toutes les problématiques de DREAL, de contrôle, de gestion du personnel, de RH, enfin. Donc nous sommes dans une autre dimension, et qui est complètement passionnante. Donc voilà, une véritable dynamique. Donc je vous explique un peu tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, pour que vous compreniez bien, donc le lin, je pense que vous le connaissez toutes et tous. Je vous ai parlé de 30, lorsque nous étions à 30-35 000 hectares, de temps en temps, quasiment tous les 3 ans, presque comme le cours du port, il y avait une embellie, parce qu'il y avait une demande donc, du lin. Lorsque nous montions à 60 000 hectares, nous avions 3 ans, 4 ans de crise. Et on redescendait, et on recommençait. Aujourd'hui, pourquoi le lin est sur une phase ascendante? Il y a plusieurs raisons. C'est que le consommateur, aujourd'hui, souhaite avoir un textile naturel. Tout ce qui est synthétique aujourd'hui, tout ce qui provient du pétrole, ça n'intéresse plus personne parce que ça pollue, alors que le lin est vraiment un produit complètement naturel. La transformation est mécanique. Et puis nous nous sommes ouverts aussi des marchés. Alors, tout ce que nous transformons, 95% de ce que nous transformons ici est exporté en Chine. J'ai une toute petite partie, parce que l'originalité de cette entreprise, c'est que nous taillons, mais nous peignons aussi du lin. Donc le peignage, vous allez voir, c'est super sympa. C'est la partie de finition juste avant la filature. Je prépare donc des rubans
pour des Italiens qui sont basés en Tunisie. Donc, voilà, nous sommes sur le monde. Donc, aujourd'hui, les Chinois sont devenus des partenaires. Ça a été extrêmement compliqué de travailler avec eux au départ. Ça a été très très dur. Un Chinois est redoutable. Il est prêt à tout sacrifier pour obtenir ce qu'il veut. Aujourd'hui, ça change parce que l'économie chinoise évolue beaucoup. Aujourd'hui, là, donc nous sommes entre deux récoltes, donc c'est un peu compliqué. Là, j'étais justement avec des acheteurs. La semaine prochaine, je reçois le deuxième plus gros filateur mondial. On joue un peu au chat et la souris, mais ils nous considèrent comme des partenaires. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous n'avons plus les mêmes relations avec eux. Il y a quelques années, lorsque nous discutions avec les Chinois, qui avaient réussi à étouffer en l'espace de 20 ans toutes les filatures ouest européennes, qui étaient majoritairement dans le nord de la France, sur l'île, eh bien ces gens ne voulaient plus nous acheter les matières, ou alors il fallait quasiment leur donner, et éventuellement même leur donner de l'argent. Donc on leur disait, mais attendez, monsieur le Chinois, je suis le seul au monde à pouvoir vous fournir cette matière. Et là, le Chinois, vous regardez respectueusement et vous dites, oui, monsieur le Français, vous avez raison, mais je suis le seul au monde à pouvoir vous l'acheter. Donc là, à partir de là, les discussions étaient difficiles. Donc nous avons fait quoi? Alors c'était modeste quand même, mais c'est comme ça que, avec l'ITL, l'Institut Technique du Lin, pardon, nous avons décidé de créer un concurrent. On s'est dit, mais qu'est-ce que l'on peut créer comme concurrent au lin textile? On ne connaît que ça. Eh bien, on a réfléchi et c'est comme ça que nous sommes arrivés sur le matériau composite. La cible à l'époque, c'était la fibre de verre et de montrer aux Chinois qu'en réalité, avec notre matière, nous pouvions faire autre chose que du textile vestimentaire ou du linge de maison. Ça a bien marché parce que ça a changé un peu les relations, mais pour travailler avec un Chinois, il faut impérativement créer un climat. Donc ce climat, c'est aller les voir. Il faut discuter, il faut manger, il faut faire du kanpei. Alors, comment négocie-t-on avec des Chinois? Vous allez en Chine, bien sûr, forcément, pour aller les voir. Ils vous reçoivent la veille, donc le jour où vous faites votre repas, on ne parle pas du tout de business, pas du tout. Et là, il est tellement content que vous avez la grande table ronde. Alors ceux qui ne savent pas mangent discrètement. Alors c'est la chose à ne pas faire, c'est surtout bien manger. Parce qu'ensuite arrivent les kanpei. Kanpei, c'est quoi? Ils vous amènent des verres, on vous met du vin dedans. Kanpei, ça veut dire santé et cul sec. Alors vous faites ça, il faut donner de son corps. Hein, parce que... Alors vous faites ça. Alors que du vin de France. Que du vin de France, oui. Alors, si vous leur dites que vous ne buvez pas d'alcool ou que vous êtes malade, que vous prenez des médicaments, pas de problème. Par contre, si vous ne dites rien et que vous dites « Ah non, moi, je ne peux pas », c'est un affront. Donc, il y a quelques codes qu'il faut connaître. Et lorsque vous avez fait 2, 3, 4 fois kanpei, vous continuez à manger, vous discutez. Et là, il appelle baijiu. Là, il y a les assistantes qui viennent. Et le baijiu, donc, c'est l'alcool de riz. Et là, vous changez de braquet, parce que c'est un peu plus fort quand même. Hein. Et puis quand il est très content, il fait venir le baijiu de très haut de gamme qui a 50 ans. Alors vous avez, je prends un serpent, vous avez une bestiole dans la bouteille. Et vous prenez ça, puis au bout d'un moment, comme le Chinois ne tient pas du tout l'alcool, eh bien, il s'assied, et puis là, c'est fini. Donc on est content, parce que nous, ça y est, maintenant, on est tranquille. Bon, le lendemain, on a un peu mal à la tête, et le lendemain, on discute. Et il va réfléchir. Pourquoi? Parce qu'un Chinois ne doit jamais perdre la face. Et on doit toujours bien faire attention de ne jamais lui faire perdre la face. Toujours avoir de la considération. Donc là, la semaine prochaine, quand ils vont venir, on va le recevoir, on va déjeuner, et puis à la fin du repas, là, comme c'est en voyage rapide, ben moi je vais le remercier, je vais le flatter, je suis très content de l'accueillir chez nous, que au moins en ce moment nous construisons des bases solides, commerciales, mais surtout humaines. Enfin, voilà, il faut en faire 3 tonnes. Donc, moi, ça, j'arrive à peu près à le faire. Et donc, et ça se passe très bien. Et maintenant, nous sommes devenus des partenaires et des amis. Et alors, chose incroyable, c'est qu'ils vous font des cadeaux aussi. Ils adorent vous faire des cadeaux. Donc, de ce fait-là, on leur fait des cadeaux aussi. Mais c'est assez amusant. Donc, voilà. Par contre, sachez que lorsque vous négociez avec un Chinois, il ne vous laissera jamais mourir de faim. Il vous laissera toujours un grain de riz.
pour ne pas mourir de faim. C'est ça. C'est le chinois. Bon, alors, Et vous côté... parlez chinois? Bah, pas du tout. Alors donc c'est très compliqué parce qu'ils ne parlent pas anglais, les Chinois. Donc on a des interprètes qui parlent anglais. Mais le problème c'est que quand ils transmettent en chinois, on n'est pas toujours sûr qu'ils nous transmettent parce qu'ils ont un anglais quand même un peu compliqué. C'est jamais très simple, mais on y arrive toujours quand même. Hein. Oui, on y arrive. Alors oui, donc jusqu'à présent, la Chine filait et vendait dans le monde entier du fil de lin. Aujourd'hui, ils filent, ils confectionnent et ils consomment. C'est quelque chose de très nouveau. Il y a 5 ans, un Chinois ne portait pas de lin du tout. Aujourd'hui, dans tous les magasins en Chine, que vous alliez à Shanghai, Pékin, Hong Kong ou autre, vous avez du lin dans les magasins. Et de 0%, aujourd'hui, ils sont passés à 30% du marché de nos débouchés. Ce qui est énorme. Et ce n'est que le début. Un autre pays qui est émergent aussi, complètement émergent, c'est l'Inde. L'Inde, qui n'achetait quasiment pas de lin, mais vraiment des bricoles. Aujourd'hui, l'Inde produit énormément de coton. Mais l'Inde a un problème d'eau douce. Et donc, vous savez certainement que pour produire 1 kilo de coton, c'est beaucoup d'eau. Je crois que c'est entre 15 et 20 000 litres d'eau pour faire 1 kilo d'eau douce. 600 millimètres. Oui, c'est ça. Donc, du coup, l'Inde, aujourd'hui, investit dans des filatures. Donc, aujourd'hui, ils filent, ils tissent, ils confectionnent et ils consomment. Donc, ce sont aussi des marchés grossissants. Quand on voit le nombre, bon, alors, tous les Indiens ne pourront pas s'acheter du lin, mais n'empêche que même s'il n'y en a qu'un tiers, ça nous ira très bien. Les États-Unis, c'est 50% de nos débouchés et le reste, c'est l'Europe. Donc voilà, et surtout, majoritairement, l'Europe du Sud. Le débouché majeur, c'est le textile, le prêt-à-porter. C'est à peu près 75 à 85% selon les années. Et ensuite, vous avez le linge de maison qui revient considérablement en force. Le drap, les draps, les housses de couette. Donc ça, c'est avec des tissages très fins aujourd'hui qui sont très très agréables. Les toiles murales, et puis aussi les salons, les fauteuils qui sont recouverts en velours de lin. Donc ce sont des produits qui marchent très bien. Cette plante va pousser très rapidement. En l'espace de 8 jours, elle va sortir de terre et ensuite elle va pousser très rapidement. Aujourd'hui, nous utilisons un désherbant donc en prélevé pour protéger donc, la concurrence des mauvaises herbes, parce que le lin est une plante tellement fragile qu'elle ne supporte pas les mauvaises herbes. Alors autrefois, c'était fait de façon manuelle. Et, grand bonheur, mesdames, c'était vous qui aviez cette responsabilité de désherber les champs de lin. Donc les femmes étaient couchées dans les champs de lin et arrachaient les mauvaises herbes à la main. Après, il y a eu les moutons. Oui, c'est ça. Voilà. Après, il y a eu les moutons que l'on lâchait. Mais sauf que les moutons faisaient pas mal de dégâts. Donc aujourd'hui, c'est inimaginable. Le lin va pousser très vite. Il est capable de pousser de 5 à 7 cm par jour. Donc pour cela, il nous faut un climat océanique, donc chaleur, humidité. Il va pousser très vite. Pendant qu'il va pousser, alors pour les spécialistes, à 15 cm, le lin a absorbé la totalité de son azote. Pour produire 1 hectare de lin, c'est 10 unités d'azote pour 1 tonne de lin. Donc grosso modo, il lui faut 70 unités d'azote dans le sol. Majoritairement, nous faisons des reliquats entrée-hiver, sortie-hiver. Grosso modo, c'est à peu près 20 unités d'azote que l'on apporte pour produire 1 hectare de lin. Donc rien. 1 hectare de blé, c'est 200 unités. Donc le lin va pousser très rapidement et vous allez avoir la floraison qui va arriver vers le 15 juin. La fleur est bleue. Aujourd'hui, nous n'avons plus que des fleurs bleues. Le lin originel était bleu. Après, il y a eu du blanc. Non, bleu, l'original. Alors, l'original, il poussait à même le sol. On en trouve encore, tiens, une petite anecdote aussi. Si vous allez en balade, je vous parle beaucoup de vacances, mais sur Barcelonnette, dans ces secteurs-là, dans les Alpes du Sud, sur les hauteurs là, de Barcelonnette, si vous allez vous balader, vous allez trouver, si vous y allez en juin, vous allez marcher, vous allez trouver des plantes comme ça, sauvages, et vous allez dire, oh, on dirait du lin. C'est du lin. Vous avez des petites fleurs de lin bleu. C'est le lin d'ailleurs avec lequel l'homme préhistorique a commencé à faire ses premiers tissus. Hein. Et à cette époque, donc, le lin était une plante annuelle. Et donc, c'était une vivace
Attends, je suis désolé, je vous dis une bêtise. C'est une vivace, voilà. Et elle est devenue une plante annuelle. Alors, on ne sait pas comment, mais elle est arrivée sur les bords du Nil à l'époque de la Grande Égypte pharaonique. Et nous supposons que la luminosité, la forte chaleur a rétréci le cycle de vie et en a fait une plante annuelle. Le grand essor du lin, les premières belles histoires du lin, c'est l'Égypte pharaonique. Pourquoi? Tout simplement parce que les bandelettes qui enveloppaient les momies étaient faites de lin. Et le lin, lorsqu'il est à l'abri de la lumière et de l'humidité, il ne se détruit pas du tout. Ça, là, c'est vraiment le bonheur. Si vous voulez revenir dans notre belle Normandie, venez donc au mois de juin, à la mi-juin. La floraison est extrêmement courte, c'est 10h, 13h. À 10h, vous n'avez pas une fleur. À 13h, vous n'avez plus de fleurs. Donc, chaque jour, vous allez avoir une fleur nouvelle. En gros, la fleur va s'épanouir complètement au moment où le soleil va arriver à son apogée. Et là, immédiatement, elle va s'auto-féconder et les pétales vont tomber à même le sol. Si un jour vous voulez faire un bouquet de fleurs, arrachez un peu de lin juste avant avant l'heure, vers 9h le matin, comme ça vous le mettez dans un vase et vous aurez des fleurs. Sans ça, vous n'aurez rien. Alors, oui, là c'est fini. Donc c'est plus fragile que des coquelicots, hein, par exemple. Beaucoup plus fragile. On peut prévoir offrir ça à sa dulcinée. Oui, mais après vous pouvez raconter une belle histoire autour de la fibre qui est durable. Et donc la floraison va durer 8 à 10 jours. Donc chaque jour vous allez avoir une nouvelle fleur. Et lorsque les pétales vont tomber, immédiatement vous allez voir le soir et le lendemain la formation déjà d'une capsule. Une petite boule qui va arriver au bout de la tige. Et dans cette capsule, dans cette boule, vous allez avoir 6 à 8 graines. Donc vous allez avoir en gros entre 6 et 8 capsules au bout, à l'extrémité de votre tige. D'accord ? Là, nous allons basculer vers la maturité. Donc grosso modo, vers le lin du vert va passer légèrement au jaune et va perdre toutes ces petites feuilles qui sont le long de la tige. Nous n'avons pas d'entre-nœud, contrairement à une paille, à une graminée. Il n'y a pas d'entre-nœud. On a le premier entre-nœud, il est en bas et on va jusqu'en haut. Et là, lorsque le lin est arrivé à maturité, nous allons l'arracher. Nous ne coupons pas le lin. De toute façon, c'est impossible. On ne peut pas couper du lin. Pourquoi? Parce que vous avez de la fibre du haut du porte-graine jusqu'à l'extrémité de la racine, qui est un pivot de 1 à 2 cm. Ensuite, dessous, vous avez des racines secondaires qui explorent le sol jusqu'à 2 ou 3 mètres, mais au moins 2 mètres. Donc c'est assez intéressant. Ce qui fait que lorsque vous arrachez donc votre lin, vous allez le mettre au sol, et là il va sécher. L'idéal, c'est d'avoir 2 jours de séchage pour qu'il fane. D'accord? Parce que si nous n'avons pas ça, s'il pleut le lendemain ou le soir que vous avez arraché votre lin, il va prendre une couleur que nous appelons lièvre, qui ne changera jamais, quelle que soit l'humidité qu'il puisse avoir. Alors, je vais faire une petite parenthèse et puis je vais revenir à Jules César. Lorsque Jules César a découvert le lin en Gaule, eh bien, il a voulu ramener à Rome le lin parce qu'il trouvait que c'était super. Parce que lui qui avait tant expliqué que les Gaulois étaient des barbares, lorsqu'il est arrivé en Gaule, les barbares gaulois dormaient dans des paillasses en lin alors qu'eux dormaient à même le sol. Et il s'est dit quand même on pourrait faire la même chose. Donc il a commencé à produire du lin. Il a produit du lin tous les ans, et d'année en année, le lin était haut et est devenu très très court. Et Jules César avait décrété que le lin était une mauvaise plante, car c'était une plante qui épuisait le sol. Faux, le lin n'épuise pas le sol, bien au contraire, mais que s'est-il passé et que se passe-t-il? Lorsque vous arrachez votre lin, vous laissez donc ces fameuses racines secondaires dans le sol. En se décomposant, ces racines se chargent d'un champignon qui est un fusarium, qui n'est pas dangereux pour la plante, pour le blé, les cultures ou autres, pas dangereux pour l'homme, mais terriblement toxique pour le lin. Et lorsque vous remettez du lin au même endroit, les racines nouvelles vont être intoxiquées par le fusarium et la plante va mourir. Et à une époque que Claude a bien connue, nous avions des champs de lin, donc il a fallu trouver des variétés résistantes, même si on gardait un espace de 6 ans, voire 7 ans. Il a fallu que la génétique évolue pour trouver des variétés résistantes, parce que nous avions, on appelait ça le morlin, donc ça vous faisait une plante marron, morte, cuite, qui ne donnait rien. Et sans cette résistance variétale, il n'y aurait plus de lin en France. Non, tout à fait. Moi j'aime bien.
avez plein. Alors, mais ça, par exemple, c'est la chambrière de l'eau. Mais nous, si on reste poussière. Donc la poussière, donc, elle est pour éviter que mais l'autre avantage, c'est que nous allons la stocker dans un champ, on va faire un grand tas, et comme cette matière est humidifiée, elle va chauffer. Et le fait de chauffer va permettre de brûler les graines, les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes, ce qui fait qu'au bout d'1 an et demi, donc, nous allons pouvoir la vendre à des horticulteurs, des terreaux, des producteurs bio viennent parce que c'est très riche en matière organique, bien sûr. Et donc, alors on ne fait pas une fortune avec, hein, mais au moins, donc voilà. On met le bar à la terre. Voilà. Alors un petit peu, on a un méthaniseur derrière, là on lui en met un peu. Voilà. Ils ont pas le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant de produits minéraux dedans en fait. Non, il y en a pas. Il y a un peu de. Oui, mais c'est pas la... Non, c'est pas la majorité. Claude, tout à l'heure, quand tu vas sortir du restaurant, tu t'es monté, tu vas tourner à gauche. Et à un moment donné, tu te rappelles qu'il y a un grand champ de miscanthus. on se machin. Les machines ne sont pas en Oui. Dans la nappe, on se rapproche. On a des aiguilles dans l'enrouleux et le lin emmène des ficelles. Et après, quand on a dans la nappe, on fait un mesure. Là, c'est écrit. Donc là, les balles arrivent ici. Nous avons donc la petite alimentation. Donc là, nous allons dans le grillage. La table de préparation, c'est-à-dire celle-ci, alors aujourd'hui qui est devenue un autre système qui va sortir, et le préparateur lui va commencer à couper les ficelles pour pouvoir dérouler les ficelles qui tiennent la balle en cisaille. Une fois que donc, la balle elle est prête, donc là nous allons la dérouler. Alors c'est extraordinaire, vous voyez. Bon, ça c'est pas très grave. Regarde là. Là, vous avez du caillou. Voilà. Il y a 15 jours, il y avait un bout de bois, comme ça, vent comme ça. On va me dire que l'agriculteur, il n'avait pas vu ça. C'est lui qui a enroulé son lin. Il nous a amené ça comme ça. Alors, des cailloux, là, Les cailloux sont quand même conséquents. et là, vous avez quelque chose qu'on ne doit pas voir. Vous parlez 600 kg de terre avec ça. Alors, regardez. Ah oui. Voilà. Et bien, et puis en plus, il y a du bidon. Comme ça, on croirait que c'est du bio. Du bio, c'est pire que ça. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que donc là, l'opérateur, il va dérouler, donc il y a tout le contrôle sur une machine, donc c'est ce qu'on appelle une lin. Donc là, le lin, voilà. Ce que je vais faire, vous voyez, je vais casser ma fibre. Vous voyez, je casse ma fibre, enfin ma tige, pardon, pour voir ma fibre. Ma fibre, elle est là. Alors je vais essayer, parce que là, voilà. Quand je vous disais que la fibre, elle est vraiment autour de la tige, vous voyez, je ne vous ai pas dit que des bouts. Donc là, voilà la fibre, elle est vraiment autour. Et donc mon bois, mes fameux ananas, sont là. C'est ça les ananas. Donc là, ça va être fragmenté. Ah bah c'est un qu'il n'y a pas des deux. D'accord. Et ici, nous allons récupérer les fameux fibres. Donc nous allons les secouer. Et là, ce sera donc là,
Donc là, on est à un moment important. Donc soit on les vend comme ça à des grosses partenaires, qui achètent ce type de produit, ou alors donc il va nous acquérir là-bas. Et donc on retravaille. Donc là, nous on appelle 2 tambours, et d'abord on passe 4 tambours. Top, c'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Donc ça aide un petit peu au niveau des investissements, c'est un peu plus facile qu'auparavant. On a été repris parce que par cette coopérative normande, parce que la coopérative Natop veut valoriser tous les produits normands, dont le lin évidemment fait partie, puisqu'en fait 80% de la culture, 60% de la culture mondiale est plus sur le territoire normand. Donc en fait Natop veut valoriser tout ce qui se produit sur le terroir, et en particulier donc le lin. C'est un peu l'idée qu'ils ont eue. Alors du lin sous toutes ses formes, hein, sur la forme au départ, on ne parlait pas encore de filature. Au départ on parlait plutôt de composite, de fibres courtes, pour pouvoir travailler le composite. C'était en plein développement. Et puis au fur et à mesure, mon directeur général m'a posé la question, il me dit écoute, on a toute la filière. Parallèlement, ils avaient racheté un tissage de lin dans le nord de la France qui s'appelle le Maître de Mester. Il dit écoute, ce serait dommage, on a quasiment toute la filière dans le groupe, sauf une filature de lin mouillé. Donc est-ce que ça peut te lancer là-dedans? Moi j'ai commencé ma carrière une filature qui s'appelait Paul Leblanc et Fils dans le nord de la France, à Lille. Et donc revenir à notre Lerbourg, pour moi c'était impensable. J'ai accepté vraiment de m'occuper de ça. Et puis depuis 2022, depuis février 2022, on sort le premier fil dans la filature. Hein. On a complété notre préparation qui n'était pas totalement complète. On a monté des continues à filer, on a monté un séchoir, un bobinoir, et puis ici, on a monté une ligne d'humidification du fil. Donc tout ça nous permet en fait d'être bien assis, bien stable. Et pour la petite histoire, nous sommes les premiers Français à avoir réimplanté en fait, une filature de lin mouillé en France. On n'avait pas peu fiers de le dire. C'est sympathique.
À peu près, on ne visualise pas, pas mal de visualise pas. Ça meilleure allure. Travailler les équipes et puis sortir du ruban directement. Vous avez mis un peu de temps au utilisateur ruban. Donc vous avez une ligne de carrelage qui se vient et une ligne d'affinage qui se vient. Donc vous laissez engager le centre là. Pour le carrelage, pour l'affinage. On vient le début de pliage. Et de l'autre côté, on aura quasiment la même matière un tout petit peu moins propre sur la partie carrelage. Il y a poussière. Oui, c'est... Et en fait, ça fait plein de petites poussières. Est-ce que ça, c'est finalement une préoccupation pour vous ou pas? Oui, on est tenu, en fait, il y a des normes en fait, de volatilité en fait, de la poussière. Et régulièrement, tous les ans, on a des contrôles par la section de travail qui vient régulièrement, ils font porter un appareil réfrigérateur et ils mesurent. Et depuis 5 ans maintenant, on est au critère pour le cas de poussière. Il y a pas mal d'ananas. Oui, il y en a beaucoup, mais cette matière va être principalement repassée sur des quarts de coton, donc avec des pointes nettement plus serrées, plus fines. Et en fait, on va éliminer la totalité des... Et ça, c'est l'utilisateur futur. C'est quoi? C'est pour faire des pièces automobiles? C'est ça? Non? Oui, il va pouvoir préparer, alors pas des pièces automobiles, mais il va pouvoir préparer de la matière, soit pour la filature, en mélange, soit préparer, c'est pas seulement pour la filature, parce qu'en fait il va tout sortir en ruban, ou alors des utilisations hautes, il va pouvoir faire en fait transformer cette matière en un ruban beaucoup plus fin, beaucoup plus propre, et le blanchir. Et derrière il obtiendra en fait quelque chose de très fin, très équilibré. Et après on demande à Madame Micheuse de donner son avis. Elle me dit de prendre le gars qui a une plante de son arrêt. Oui, qui pense à rien. Et qu'on arrive à ça à la fin.